Bonsoir à toutes et à tous. Je veux aujourd'hui vous souhaiter un heureux Noël, un beau Noël, en cette époque de péril et de danger. Ce regroupement familial, cette amitié, ce sentiment que l'on éprouve à avoir ses proches auprès de soi, ce sentiment, on doit l'étendre à l'échelle du monde aujourd'hui. Parce qu'il ne veut pas rester privé, il doit devenir une identité qui doit s'exprimer face au danger que nous courons tous. Arrêter la guerre, d'abord, mais surtout assurer les conditions de la paix, car arrêter la guerre ne peut être quelque chose de durable, quelque chose qui a la possibilité, face au péril, de se manifester, que si on crée les conditions de la paix, une paix par le développement mutuel. Alors, la situation est une situation, évidemment, qui est pratiquement de menace immédiate. Le président Zelensky se trouve aujourd'hui aux États-Unis pour exiger des munitions et des armes. C'est dans ce contexte que nous organisons un mouvement dans le monde pour chanter le Dona Nobis Pacem, ce canon qui est le canon d'un peuple, d'une humanité, qui demande qu'enfin elle puisse avoir la paix, une vraie paix. Et nous avons, en même temps, nous organisons au niveau de l'Institut Schiller et notre organisation internationale une discussion sur ces conditions de la paix entre personnes qui toutes ne sont pas de même confession, ne sont pas de même idéologie, mais toutes partagent, je dirais, à la fois le péril et l'engagement face au péril. Sont conscientes du péril et veulent s'engager face à ce péril et essayent de déterminer comment on peut le faire. Alors nous avons appelé à soutenir la médiation du pape François. C'est le Vatican qui l'a proposé, le pape lui-même et son entourage qui veulent, qui sont sensibles à cette urgence immédiate qu'il y a de créer les conditions de la paix et qui proposent le Vatican comme lieu d'accueil pour des négociations. Alors on dira que ces négociations sont prématurées, qu'elles sont difficiles, que la situation sur le terrain ne le permet pas. Eh bien non. Une bataille pour la paix doit être menée à chaque instant. Et même si elle ne peut pas aboutir tout de suite, elle doit être, elle, menée tout de suite. Et c'est la situation aujourd'hui en ce Noël. Parce que le président Zelensky, le président de l'Ukraine, se trouve donc aux États-Unis. Il demande plus de munitions, parce que les Ukrainiens ont tiré des munitions à tout va. Et il y a même une usure du matériel militaire des Ukrainiens. Vous savez que, pour avoir un sens des proportions, les dépenses militaires annuelles américaines militaires sont de 858 milliards, les Russes c'est 75 milliards, c'est beaucoup, beaucoup moins. Nous en sommes à 35 milliards, 35-40 milliards. Et l'Ukraine a déjà reçu, elle, de la part des Américains depuis le début de l'année, plus de 21 milliards de dollars. À quoi s'ajoute, pour les dépenses militaires, à quoi s'ajoutent 79 milliards d'aide à l'Ukraine, qui est un pays qui, sans cela, n'aurait pas pu tenir. Donc il y a une aide très grande, mais Zelensky en veut davantage. Il sera reçu par les deux chambres du Congrès aux États-Unis et il veut tenter de créer un mouvement d'opinion en faveur de l'aide à l'Ukraine aux États-Unis, alors que le Congrès américain, qui sera à majorité républicaine, hésite, pas pour de bonnes raisons humaines, mais parce que ils ne veulent pas dépenser plus, parce qu'ils pensent qu'ils lèsent ainsi le consommateur américain.
Donc on en est là. Zelensky demande non seulement ce dont il a bénéficié jusqu'à maintenant, et ce matériel qui s'use, il veut plus du même matériel, mais il veut aussi des armes de longue portée, lui permettant d'atteindre éventuellement en profondeur le territoire russe. Des armes qui pourraient porter jusqu'à 300 km, des missiles par exemple, même davantage. Jan Brzezinski, qui est le fils de Zbigniew Brzezinski, a fait des déclarations absolument va-t-en-guerre en disant qu'il ne suffit pas de donner aux Ukrainiens des patriotes, des missiles antimissiles pour se défendre, il faut leur donner des armes offensives car ils doivent à tout prix gagner la guerre. Et le Conseil de l'Atlantique aussi soutient cet effort de guerre, de mobilisation de guerre pour l'Ukraine. Alors, c'est dans ce contexte que deux choses très graves se produisent, créant les conditions telles qu'une guerre pourrait se produire. Alors, Biden, l'administration Biden, a fait savoir qu'elle, qui jusqu'à maintenant ne s'était pas clairement prononcée, pourrait, dans certaines conditions, procéder à une première frappe nucléaire avec des missiles nucléaires tactiques, mais faisant tomber le tabou, une première frappe dans certaines circonstances, si les intérêts américains dans le monde paraissaient menacés. À quoi Poutine a répondu le 9 décembre, dans un discours au Valdai, il a répondu, voilà, si les Américains ont cette stratégie-là, nous autres Russes, qui jusqu'à maintenant avions établi que nous utilisions l'arme nucléaire que comme une contre-frappe, eh bien, nous sommes prêts à l'utiliser, ou prêts à revoir son utilisation, éventuellement pour des armes tactiques, en première frappe, puisque on voit des missiles disposés en Roumanie, en Pologne, qui nous visent, qui sont pour l'instant des armes anti-armes, mais qui peuvent devenir très facilement des sites pour des missiles pouvant atteindre Moscou en une dizaine de minutes. Donc on est dans cette disposition vers un conflit, et à un côté répond l'autre. Nous avons aussi le président Poutine qui a dit qu'il est prêt à armer les forces biélorusses, les forces aériennes, avec des bombes nucléaires. Donc c'est une première du côté russe pour des pilotes qui sont autres que russes, qui sont biélorusses. Mais ils disent, l'OTAN le fait déjà, donc nous pensons pouvoir le faire. Et là, c'est une course qui est une course, disons, qu'on appelle aux États-Unis le chicken game, c'est-à-dire on est sur une route de voitures sont face à face et c'est à celui qui se déportera le premier lorsqu'elles sont face à face. On est engagé dans cela, et engagé avec les deux principales puissances du monde disposant d'armes nucléaires. Alors, il faut savoir aussi que ces puissances sont dans un état établi pour le nucléaire de lancement sur alerte. Ce qui veut dire que si une puissance, une des deux puissances, lance des missiles nucléaires, ou lance quelque chose qui apparaît sur les écrans de l'autre comme éventuellement étant des missiles nucléaires, c'est détecté. Donc, l'autre, celui qui a détecté, lancera à son tour ce missile, sur alerte, avant même que ce missile ait frappé des cibles chez lui. Donc, on est dans des circonstances qui sont pour les uns comme pour les autres de quelques minutes. Pour un missile intercontinental, au maximum 30 minutes, le temps de le détecter, le temps du président de prendre une décision, le temps de consulter ses chefs d'état-major, le temps de réaliser si c'est bien un danger ou pas, eh bien, il ne reste plus que quelques minutes pour prendre une décision. Donc, voilà où on en est pour prendre une décision qui créerait une escalade successive, qui créerait les véritables conditions d'un hiver nucléaire. C'est-à-dire non seulement la destruction d'une partie du monde, en tout cas d'une partie
sensible, énorme du monde, une tempête de feu, une onde de choc d'une puissance sans précédent, plusieurs milliers de fois Hiroshima et Nagasaki, si le conflit se déclenchait. Mais, en même temps, le ciel se couvrirait, la stratosphère se couvrirait de poussière et de fumée qui pourrait durer, d'après les estimations, une dizaine d'années, créant ce fameux hiver nucléaire. Il ferait froid sur Terre, on ne pourrait pas y cultiver, et ceux qui survivraient pourraient quasi certainement, si le feu nucléaire était dégagé dans toute sa puissance, pourraient mourir aussi, faute de pouvoir s'alimenter. Donc, on dirait, c'est catastrophiste, c'est extrême, ça ne parle pas comme ça, les gens sont raisonnables. Oui, mais il peut y avoir une provocation, il peut y avoir une erreur qui soit commise. Et pendant la guerre froide, 2 fois, une fois côté russe, une fois du côté américain, les armes nucléaires ont failli être déclenchées, et je ne parle pas de la crise des missiles de Cuba. Je parle de 2 autres circonstances. Alors, aujourd'hui, on est dans la même situation, et sans doute pire qu'au moment de la crise des missiles de Cuba, parce que, cette fois, les rapports entre le président russe et le président américain sont moins directs qu'au moment où Khrouchtchev parlait à Kennedy. Donc, si on veut voir la situation, bien la voir, la crise des missiles de Cuba, évidemment, provocation de la part russe en mettant les fusées à Cuba. Réaction américaine, on donne aux uns et aux autres la possibilité de trouver un accord. Les Russes ôtent leurs fusées de Cuba, ils arrêtent leur provocation, et les Américains ôteront les missiles Jupiter qui étaient en Turquie, qui fait partie de l'OTAN. Les Américains avaient des missiles. Donc voilà, c'est la crise des fusées de Cuba. Aujourd'hui, c'est à l'envers, on peut dire, c'est les Américains qui ont leur provocation avec les missiles en Roumanie et en Pologne, et avec les missiles antimissiles qui sont là, qui peuvent devenir des armes offensives. Donc on en est là. Et aux États-Unis, il y a même une doctrine qui n'est pas encore dominante, mais qui se trouve dans le Conseil des relations extérieures, le Council on Foreign Relations, qui se trouve dans Foreign Policy, qui est leur Foreign Affairs, pardon, qui est leur magazine ou leur revue, et qui dit que, eh bien, il y aurait peut-être une chance, si les États-Unis font une première frappe, d'éliminer tout le dispositif russe et de l'emporter ainsi. Alors, ce n'est pas encore une fois la doctrine officielle, mais c'est une partie de plus en plus importante de ce lobby militaro-industriel aux États-Unis qui dit peut-être nous pourrions gagner une guerre nucléaire. Donc tout ce que je vous ai dit montre l'immense danger que nous courons, sur lequel il faut réagir. Quand on pense l'accumulation des choses, et que c'est dans le contexte d'une crise à la fois stratégique, politique et surtout économique et financière dans les pays occidentaux. C'est la crise de l'oligarchie financière, donc qui, elle, dans une situation dans laquelle elle se trouve, où la manipulation des taux d'intérêt ne suffit pas pour contrôler la situation, eh bien, elle doit avoir recours à la menace pour dominer l'autre et l'empêcher de réagir. Et elle veut empêcher cette union qui, de façon informelle, est en train de se dessiner, de l'Organisation de coopération de Shanghai, des BRICS, des pays d'Amérique du Sud, de certains pays du Proche et du Moyen-Orient, comme la Turquie ou l'Iran, ou l'Arabie Saoudite maintenant, qui s'unissent, qui sont autre chose que les pays occidentaux, et qui sont maintenant beaucoup plus nombreux que les pays du G7, c'est-à-dire les pays d'Europe, les États-Unis et le Japon. Ils sont beaucoup plus nombreux. Et leur produit intérieur brut, c'est plus de 50% du produit intérieur brut du monde. Donc il y a cette situation entièrement nouvelle.
Et dans cette situation entièrement nouvelle, la puissance qui est menacée, qui se sent menacée, la puissance occidentale, la puissance américaine, peut avoir recours à des moyens qui sont, disons, hors de l'ordre commun et alimenter une politique de guerre. Alors, preuve vient d'être donnée par la déclaration d'Angela Merkel sur les fameux accords de Minsk en Ukraine. Angela Merkel a dit « Les accords de Minsk ont été une tentative de donner du temps à l'Ukraine. L'Ukraine a aussi utilisé ce temps pour devenir plus forte qu'on le voit aujourd'hui. Donc on n'a pas essayé de conclure ces accords de Minsk qui auraient permis de stabiliser la situation au Donbass et dans Lugansk, dans les oblasts russophones d'Ukraine. Mais on a profité pour armer l'Ukraine, qui fait que Poutine aujourd'hui dit « j'aurais pu lancer mon offensive plus tôt ». Parce que l'Ukraine n'aurait pas alors pu résister, mais j'ai attendu, j'ai été sage, j'ai peut-être eu tort. Donc c'est là la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et on l'a créé. Qui était chargé de gérer ces accords de Minsk? L'Allemagne et la France, Hollande et Angela Merkel. Puis Emmanuel Macron. Macron était déjà ministre de l'économie de Hollande. Et on n'a pas voulu faire une politique de paix, on a voulu armer l'Ukraine, surarmer l'Ukraine, pour en faire un instrument de pression et éventuellement qui déchaînerait le feu militaire contre la Russie. Et la Russie, n'ayant pas d'accord de sécurité et de stabilité en Europe, et ne voyant pas qu'apparaisse une protection des minorités russophones, du Donbass, du Lugansk et du Donetsk, eh bien, la Russie, provoquée, a lancé son opération, comme elle l'appelle, elle envahit l'Ukraine. Donc, c'est ce qui a créé la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et quand on vous dit que la Russie l'a fait en raison de ses rêves impériaux et qu'elle n'était pas provoquée, elle a été provoquée. Et la déclaration d'Angela Merkel l'établit comme un fait. Et tout le monde dans la course à la guerre maintenant. Le Japon, par exemple, le Japon qui avait pris des engagements de rester avec une force simplement d'autodéfense, pas une vraie force militaire. Maintenant, il change de doctrine. La Chine le qualifie de défi stratégique nouveau et tout à fait sans précédent. Il a raison sur cela, la Chine. Parce que le Japon double ses dépenses militaires par rapport à son produit intérieur brut et veut une armée qui soit dotée de missiles Tomahawk américains, missiles de longue portée également, et veut développer une aviation de combat qu'elle n'avait pas. Donc on change la donne change, elle change non seulement en Europe, où on voit cette guerre, mais elle change en Asie. Et le fin fond des choses, c'est que ce qui domine aujourd'hui les États-Unis, ce qui domine le monde anglo-américain, a pour but de contenir, voire d'écraser la Russie, son indépendance, qu'avait dit Bruno Le Maire, avant quand même d'être corrigé par Emmanuel Macron, mettre la Russie à genoux, pour pouvoir après s'en prendre à la Chine. Donc, ce sont des puissances qui appliquent des principes géopolitiques de domination contre l'autre, pas le principe de détente, d'entente et de coopération dont parlait Charles de Gaulle. On est devant une oligarchie financière qui est agressive par sa raison d'être même aujourd'hui et par sa situation dans la crise. Alors, de qui s'agit-il aux États-Unis? Un de nos amis, qui a eu des responsabilités dans le renseignement américain, appelle ça le Michimat. Michimat. C'est un peu pour se moquer, Mickey Mouse, Mickey Mac. Qu'est-ce que c'est? C'est le complexe militaro-industriel du Congrès, du renseignement, de l'université, du monde universitaire, et des think tanks. C'est un tout, c'est une sorte de chose qui, avec le Pentagone, qui est l'affaire militaire, assure ce système. Et bien sûr, si vous regardez l'économie américaine aujourd'hui, qu'est-ce qui marche? C'est tout ce qui est intelligence artificielle, numérique, et qui est lié au militaire.
c'est 850 milliards de dépenses militaires par an, Silicon Valley travaille pour le militaire. Donc, c'est là qu'est le danger. Une économie qui devient de plus en plus militarisée. Et aussi, on a eu la même chose dans la tradition, bien sûr, de l'Union soviétique et de la Russie. Alors, quelle situation ça donne? Ça donne une situation où on essaye d'enfumer le peuple pour qu'il ne voit pas le danger. Et ce que je vous dis aujourd'hui, c'est un effort pour vous faire comprendre où nous en sommes et qu'on puisse se mobiliser pour la paix. Une paix par le développement mutuel. Parce que quelqu'un a qualifié ce qu'on fait au peuple de militarisation de la rage, c'est-à-dire qu'on vaporise une rage contre l'autre. On dit par exemple aux Ukrainiens, les Russes, vous les aimez pas. Les Ukrainiens disent non. Mais qu'est-ce que vous pensez faire? On n'est pas assez fort pour les affronter. On va vous donner tous les moyens pour les affronter. Vous verrez, provoquer, ils interviendront. Et à ce moment-là, vous pouvez affirmer votre puissance. Ça a été en 2014 le Maïdan, qui a été un véritable coup d'État contre un président élu. On pouvait ne pas aimer ce président, on pouvait juger qu'il était trop pro-russe, on pouvait juger beaucoup de choses sur ce président. Et que l'Ukraine était un pays corrompu, c'est vrai. Mais il avait été élu. Et c'est un coup d'État, le Maïdan, qui l'a éliminé. Et un coup d'État qui a été fait, Merkel, maintenant on le dit, pour pouvoir armer l'Ukraine et créer, face à la Russie, face à ses frontières, une menace qu'on peut manipuler. Donc ces choses-là rentrent en scène et beaucoup de choses ressortent. Par exemple, aux États-Unis, toute l'affaire sur l'assassinat de Kennedy. On ne sait pas exactement. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de choses extrêmement troubles. Il y a un excellent livre qui est apparu il y a une douzaine d'années, je pense, qui s'appelle JFK and the Unspeakable, de James Douglas. Et je crois qu'il est très intéressant de se référer à ce livre, qui n'a pas été traduit en français. C'est ce dont on ne doit pas parler sur l'assassinat de Kennedy. Et aujourd'hui, vous savez, toutes les années, combien d'années après, eh bien, les dossiers n'ont pas été rouverts. Et s'ils n'ont pas été rouverts, c'est qu'il va y avoir quelque chose qui gêne l'oligarchie en place. Alors, vous savez que Kennedy avait éliminé de la CIA Alan Dulles. Alan Dulles, qui pendant la guerre de 1945 était à Berne, et qui, selon certains, et selon des informations que je peux avoir, avait organisé l'assassinat de Jean Moulin, en livrant Jean Moulin aux nazis, en utilisant Hardy sans doute pour cela. Eh bien, même Alan Dulles a été nommé, alors que Kennedy l'avait éliminé et s'en méfiait, à la tête de la commission d'enquête sur l'assassinat de Kennedy. Et ça permet de s'interroger sur la puissance de ce micmac, de ce groupe qui domine la politique américaine et qui n'est pas un groupe qui est un groupe, disons, honnête, élu. Parce que qui fait l'élection aux États-Unis? Ceux qui de plus en plus ont les moyens et dépensent des sommes effarantes pour leurs candidats. Des centaines de millions de dollars pour une élection au Sénat. Donc on a un monde que De Gaulle qualifiait de monde de l'argent qui se trouve là. Mais c'est le monde de l'argent associé aux militaires, associé au renseignement et associé même à la formation des gens pour arriver à des postes de responsabilité. Donc c'est ce à quoi nous faisons face. Alors dans l'affaire, qui est le défi même pour nous, en Europe, l'Ukraine, il faut reconnaître une chose, que l'Ukraine ne peut pas gagner la bataille contre la Russie. On envoie les Ukrainiens à la boucherie en le faisant. Et ceux qui disent que l'Ukraine doit gagner cette bataille envoient les Ukrainiens à la boucherie et les envoient face à une puissance qui est une puissance nucléaire. Donc on vous dira, oui, mais il y a Zelensky, qui est le nouveau Churchill, qui est le nouveau patriote, c'est formidable. D'abord, les gens feraient bien de se pencher sur qui est vraiment le personnage de Zelensky, et ensuite de voir qu'en Russie, on ne peut pas tolérer que l'Ukraine l'emporte. Parce qu'à ce moment-là, l'Ukraine serait dans l'Union européenne et dans l'OTAN. On ne ferait pas de cadeau à la Russie, dans ce cas-là. L'Ukraine ne deviendrait pas neutre. Donc la Russie ne peut pas se permettre cela.
Elle ne peut pas laisser tomber les gens du Donbass et de Lugansk, des gens des 4 oblasts russophones. Elle ne peut pas non plus accepter qu'il n'y ait pas de système de sécurité et de stabilité en Europe. C'est les deux choses que veut la Russie. Donc la paix doit être négociée à partir de là. Après, on négociera sur les territoires, on verra. Mais il faut que cette paix ait lieu et vite. Et l'engagement principal voulu par la Russie, c'est qu'il n'y ait pas à ses frontières une menace, et que cette menace ne soit pas celle des États-Unis et de l'OTAN. Il faut que l'Europe retrouve une situation dans laquelle elle ait son mot à dire, et que la France y joue un rôle, et puisse être elle aussi médiatrice, comme doit l'être le pape François, qui l'a dit, qui s'est proposé pour accueillir au Vatican les négociations de paix, et que nous soutenons. Alors, évidemment, ce qui est aussi dramatique, tragique, c'est que l'ironie de la situation, c'est que l'attitude des pays occidentaux actuellement ne fait qu'accroître la crise de leur système financier. En tout cas, l'Europe, avec le prix de l'énergie, ne tiendra pas longtemps. Les PME européennes ne tiendront pas, les américaines non plus d'ailleurs. Elles tiendront un peu plus longtemps, mais elles ne tiendront pas non plus. Alors, en réalité, les pays occidentaux sont en train de se détruire eux-mêmes dans les circonstances actuelles. Et pour éviter leur destruction, ceux qui sont responsables, leurs élites, n'ont qu'une option, la guerre. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter cette guerre, et cette guerre de l'oligarchie financière. Alors, c'est un traité de Westphalie, un nouveau traité de Westphalie. Pourquoi ? Le traité de Westphalie, c'était, vous le savez, on opère un traité avec son ennemi. Avec des amis, on a besoin de traiter, on a besoin de traiter avec des ennemis, sur la base d'un intérêt mutuel qu'on fait ressortir. Donc, on donne un avantage à l'autre. On oublie les offenses ou les menaces qu'on a pu proférer dans le passé. Et on organise un moratoire ou une annulation des dettes d'un mauvais système. En ce cas du traité de Westphalie, c'était les dettes de guerre. Eh bien, c'est ça le chemin de la paix. C'est ça la manière dont on doit procéder d'abord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une optique du traité de Westphalie doit remplacer le système actuel, qui est celui des services de renseignement, des militaires, des financiers, surtout des pays occidentaux, qui est celui du fameux ordre basé sur des règles. Or, l'ordre fondé sur l'acceptation de règles. Cet ordre, avec la responsabilité de protéger toutes les guerres engagées par le régime américain, financier, militaire, toutes ces guerres, eh bien, elles obéissaient à ce principe, et pas du tout aux règles des Nations Unies, et pas à la Charte des Nations Unies, et pas au principe de la paix de Westphalie. Donc c'est le principe de la paix de Westphalie qu'il faut ramener contre le fameux Rules-Based Order, l'ordre fondé sur des règles qui unilatéralement ont été décidées par les puissances anglo-américaines. Donc aussi, il faut savoir ce que Lyndon LaRouche, dans un discours qu'il a fait en 1999, où il y avait des situations de tension internationale aussi à cette époque-là, il disait « On n'établit pas la paix en essayant de punir l'autre, en intervenant dans ses affaires intérieures. Comment construit-on la paix ? Avec des principes. Et les principes que nous proposons, qui sont les 10 principes que Mme El Gazep-Larouche, qui préside l'Institut Schiller International, propose, sont ces principes qui partent sur une vision réelle de ce qu'est l'être humain, optimiste au bon sens du terme, que l'homme peut être bon, et que les mauvaises choses ne viennent que si on n'en fait pas de bonnes. Le mal apparaît lorsqu'on ne fait pas le bien. Et le bien, c'est cette paix par le développement mutuel aujourd'hui en termes stratégiques. Ce n'est pas la géopolitique où le vainqueur essaye de tout gagner au détriment des autres. Alors, le président Macron, en France, Emmanuel Macron, il nous a dit que
l'Ukraine devait récupérer ses territoires. Mais en même temps, il veut parler, et il entend continuer à parler à Poutine, et il dit même qu'il faut proposer un système de sécurité européen à la Russie, et aboutir de ce point de vue à quelque chose qui lui permet de s'inclure dans un ordre accepté par tous. Et il dit, ceux qui me critiquent pour ça, ceux qui me critiquent d'être trop faible vis-à-vis de la Russie, ou trop faible dans les circonstances internationales actuelles, n'ont qu'une alternative, la guerre. Et une guerre, comme je l'ai dit, qui ne peut que basculer à un certain moment, si on continue, vers un affrontement nucléaire, ou un chaos économique et une destruction économique, ou les deux à la fois. Alors, c'est une première chose utile, ce qu'a dit Macron, mais c'est infaisable, parce que la France est vue comme étant à l'intérieur de l'OTAN, et on ne peut pas à la fois contribuer à donner des armes à l'Ukraine, continuer à donner des armes à l'Ukraine, dire que l'Ukraine doit récupérer ses territoires, et en même temps dire qu'il faut un système de stabilité et de sécurité pour la Russie. C'est incompatible, et c'est incompatible parce que la France a accepté en juin de cette année les règles de l'OTAN, une OTAN qui veut être globale, qui veut s'occuper de tout, du politique comme du militaire, et qui veut dominer à la fois dans le monde, pas seulement dans l'Atlantique, aussi dans le Pacifique, et qui veut dominer, évidemment, l'Europe. Et c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, avec les sanctions qui se retournent au boomerang contre nous en Europe. Alors, évidemment, est-ce qu'on peut croire Emmanuel Macron dans ces circonstances? Il n'est pas crédible. Surtout s'il fait des choses comme il en a fait dans les tribunes de Doha ou sur le terrain avec Mbappé. C'est un vulgaire coach, pas un bon coach, un coach vulgaire qui saute sur le terrain. C'est pas la place d'un président de la République, en tout cas. Pas d'un président de la République qui se veut crédible. Un président de la République qui prend 2 fois l'avion pour aller à Doha pour la demi-finale et la finale. Et qui est là comme un enfant dans les tribunes. Erdogan le regarde d'un drôle d'air, si vous regardez bien les photos, en se disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce type-là? Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est? C'est un enfant? Oui, c'est un enfant. Mais un enfant psychologiquement, disons, tendu et prêt à faire des choses qui sont tout à fait contraires à ce que devrait faire un président. » Donc voilà où nous en sommes. Voilà où nous en sommes dans ce contexte. La France s'enlise en matière de dette. Notre dette, notre endettement public frôle les 3 000 milliards maintenant. Alors ça ne serait pas grave si ça avait été investi dans l'industrie, dans l'agriculture, dans l'école, dans l'hôpital, dans l'université. Mais c'est investi pour maintenir un système existant qui est injuste et qui est de plus en plus favorable au capital contre les salaires. Alors c'est un système qui ne marche pas, parce qu'il n'y a pas de production, et il n'y a pas de consommation suffisante. On ne peut pas marcher sans cela. Et la France est un pays où, avait dit Macron, à partir de 2026, nous baisserons notre dette. C'est le 2 avril 2022. Et depuis, évidemment, à la Défense Arena, il avait dit ça, depuis notre dette ne cesse d'augmenter. Et puis on ne peut pas être crédible avec ce qu'on fait avec le nucléaire. On laisse sombrer notre nucléaire. Évidemment, Macron a changé, il a dit maintenant on va faire 6 EPR ou peut-être plus. Mais comment? Avec quelles équipes? De quelle façon? Et avec des problèmes qu'a l'EPR lui-même. On s'est fourvoyé. Et là, l'attitude de tous, Marianne a 2 bonnes pages dans son dernier numéro, pages 36 et 37, où il montre tous ceux qui ont détruit notre industrie nucléaire, qui l'ont laissé sombrer. Mais Macron est particulièrement responsable et coupable, parce que d'abord, lorsqu'il était ministre de l'économie, il a accepté que la branche énergie d'Alstom, qui fabrique les turbines pour la fission nucléaire et pour nos réacteurs de fission, soit vendue à General Electric. Donc on perd le contrôle. Maintenant, il faudrait la racheter. Mais bon,
On peut le racheter, mais en attendant, tous les brevets sont passés de l'autre côté. Hein. On a perdu les brevets. Il y en a des turbines qui ne sont pas les plus modernes. Donc vraiment, c'est, allez, au mieux, une terrible erreur, au pire, cela frôle la trahison. De plus, Macron a suivi son prédécesseur, qui avait suspendu d'ailleurs la décision définitive de fermer Fessenheim. À la demande de qui? À la demande du lobby financier et aussi des Allemands, dans l'espèce. Donc on s'est incliné. Et de plus, le pire, c'est qu'on a arrêté le programme Astrid. Or, Astrid, après Superphénix, Astrid, c'était des réacteurs nucléaires capables de traiter les déchets. Quelque chose d'absolument fondamental. Parce que la question qui reste à traiter pour le nucléaire, c'est on sait comment le faire théoriquement, mais ce n'est pas encore pratiquement. Et Astrid permettrait, avec des neutrons rapides, de traiter ces déchets. Ben non. On l'abandonne, alors qu'on avait dépensé des sommes déjà très importantes. On abandonne, en chemin. Donc c'est 3 abandons, tout de même. 3 abandons. Les turbines, Alstom, Fessenheim et Astrid. Alors, beaucoup d'autres ont commis des erreurs avant Macron. Et il y a une continuité dans l'erreur, c'est ça qui est terrible. Pas un pour sauver l'autre. Et ça, c'est nos responsables, et c'est notre problème. Alors, c'est un problème aussi de l'Europe. Voilà que l'Europe, comment peut-on être crédible? Comment Macron peut-il être crédible si on fait cela? Et comment l'Europe peut-elle crédible? Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a passé un accord avec les États-Unis, avec Biden, en septembre, pour que les données personnelles de tous les Européens soient transférées aux États-Unis. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Il est vrai qu'en même temps, Thales a passé un partenariat avec Google et que Capgemini, Orange, avec Microsoft. Donc, c'est tout ce qui permettait d'assurer notre souveraineté, qui peu à peu part. Le nucléaire et tout ce qui est le plus moderne dans le secteur du numérique et aussi, je dirais, de l'intelligence artificielle. L'Europe, alors l'Europe. L'Europe, on voit en Italie Meloni, qui avait fait des promesses de campagne sociale, qui renonce pratiquement à toutes, et on a pu commenter, le gouvernement marche en Italie sur la voie étroite entre démagogie d'affichage et pragmatisme de soumission. Voilà ce qu'est l'Italie aujourd'hui. Pour ceux qui croient que Meloni est une nationaliste et pourrait être indépendante, bien qu'étant d'extrême droite, ce qu'elle est, c'est une soumise, comme les autres. Et plus que les autres, plus coupable, parce qu'elle a fait des promesses que les autres n'avaient pas fait. Au Royaume-Uni, on est dans un Noël de colère. Vous savez, sont en grève les infirmières, les employés du rail, les facteurs, bientôt les enseignants et les pompiers. Il y a une grève générale, pratiquement un fervent de grève de masse au Royaume-Uni. Très simple pour les infirmières. La chute du salaire réel des infirmières depuis 2012, c'est 21%. C'est encore pire que chez nous. Et l'inflation au mois de novembre, 10,7%. Alors ceux qui pensaient que Brexit allait être très bien, ont un Royaume-Uni qui se trouve dans la même situation calamiteuse que les pays membres de l'Union européenne, dont nous. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, la question de l'énergie frappe de plein fouet. Et l'énergie, c'est physique. La production alimentaire, c'est physique. Le dollar, l'euro et la livre, ça se mange pas. C'est pas physique. Et on a une société monétaire là-bas comme ici. Et ça, c'est la vraie question. C'est pas une question de forme juridique, c'est bien plus. C'est une question dans quel sens économiquement on se prononce. Alors, dans ces circonstances, évidemment, certains parlent dans le monde de la possibilité que la Turquie joue un rôle médiateur, qu'Erdogan, qui est à la fois dans l'OTAN et qu'en même temps est vers la vie du Sud-Ouest, puisqu'il s'est rapproché de l'Organisation de la coopération de Shanghai et des BRICS,
que Erdogan pourrait jouer un rôle. Je pense qu'il ne peut pas le jouer seul. Mais c'est intéressant, parce que c'est un homme habile, on peut le critiquer sur bien des sujets, mais c'est un homme habile qui s'est situé dans une bonne position. Mais nous préférons de loin le pape François et l'accueil que pourrait, le rôle que pourrait jouer le Vatican, qui doit en prendre conscience aussi. Et là, il y a des déclarations prometteuses du pape, qui a fait des déclarations, à notre sens, incompétentes sur l'écologie, mais qui a fait des déclarations intéressantes sur l'oligarchie financière et sa prééminence destructrice dans le monde. Donc là, on a une possibilité. On a une possibilité extrêmement intéressante aussi en Chine, où les Chinois, à plusieurs reprises, dans leurs institutions, ont appelé à ce qu'il y ait une base de coopération entre l'ensemble des pays du monde. L'Institut d'études politiques de Shanghai, entre autres, s'est prononcé dans cette direction, et le gouvernement chinois aussi va dans cette direction. C'est la logique des nouvelles routes de la soie. Donc là aussi, c'est quelque chose qui va dans le sens de la paix. Alors, je conclurai aujourd'hui en disant que pour les gens qui disent « Ah, il a parlé de politique étrangère, voilà, il est compétent en politique étrangère », mais ce qui se passe en France. Ce qui se passe en France, c'est terrible, alors qu'on a l'épidémie de bronchiolite, de grippe et de Covid associés, et qu'on laisse l'hôpital incapable d'y faire face. L'hôpital public, en flux tendu, avec la tarif à l'activité, est en train de devenir une sorte de chose avec la logique d'hospice du 19e siècle, comme l'ont dit un collectif de 5000 médecins, soignants et agents hospitaliers. Il faut y rétablir une logique de service, une logique de santé publique, et pas une logique de comptable financier. Il faut recruter au moins 100 000 infirmières, et il faut une infirmière pour 8 patients. Il faut partir de données qui sont physiques, qui sont réelles, qui sont comme dans l'international dont je viens de parler, qui traitent des êtres humains et pas des pions qu'on manipule sur un échiquier. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce Noël, et de réfléchir à ce que cette logique de développement, de soins, de décence vis-à-vis de l'autre, pour laquelle on doit se battre à l'hôpital, on doit se battre aussi à l'échelle du monde pour la même chose. Et c'est là que les choses ont un rapport entre elles. C'est dans ce combat. Et ce combat, pour un monde qui, s'il n'est pas meilleur, s'il ne devient pas meilleur, si nous ne battons pas pour qu'il soit meilleur, fatalement, ira vers un monde de guerre, et de guerre de plus en plus destructrice, jusqu'au seuil, comme je le disais au départ, du nucléaire. Voilà. Heureux Noël de combat, et pensez dans vos familles à parler des questions fondamentales, même si parfois vous parlez du goût de la dinde ou de la hausse du prix du foie gras, qui est encore un autre signe, hausse de 60%, que parler des questions fondamentales et discuter de ces questions, pensez à Dona nobis pacem, si vous ne le connaissez pas, regardez sur Internet, regardez ce que c'est, parce que c'est l'être humain inspiré par faire quelque chose ensemble qui assure, je dirais, une solidarité, une écoute mutuelle dans le chant, dans la parole, qui devrait être ce qui se passe dans ce qu'on appelle, pour l'instant, à tort, la communauté internationale. Il faut qu'elle devienne une chorale, elle ne l'est pas. Et cette bataille doit être partout, et chacun d'entre nous en est responsable. Encore une fois, heureux Noël.